Voici le script complet, mot pour mot, prêt à enregistrer. Tu sais exactement de quoi je parle. Cette intensité, ce feu qui brûlait entre vous d'une façon que tu n'avais jamais connue avec personne d'autre. Cette façon qu'avait cette personne de remplir complètement l'espace, de remplir complètement ta tête, de remplir complètement quelque chose en toi qui était vide avant qu'elle arrive. Et tu pensais, tu croyais sincèrement, que cet amour-là, aussi fort, aussi total, aussi absolu, ne pouvait être que la preuve que c'était réel, que c'était juste, que c'était ce que l'amour était censé être. Et pourtant, quelque chose s'est brisé, ou quelque chose se brise encore, progressivement, avec cette douleur particulière, des choses qui s'effondrent lentement sans qu'on puisse les retenir. Peut-être que c'est derrière toi, quelques mois ou quelques années, et que tu portes encore la question sans réponse de comment quelque chose d'aussi intense a pu finir aussi mal. Peut-être que tu es encore dedans, et que tu ressens à la fois l'amour le plus profond que tu aies jamais vécu, et une destruction qui te dépasse. Tu t'es peut-être dit que vous vous aimiez trop, que l'amour était trop grand pour la relation, que ce n'était pas un manque d'amour qui avait tout cassé, mais précisément son excès. Et tu avais raison. Mais pas de la façon que tu crois. Ce soir, je vais te montrer ce qui se passe vraiment quand deux personnes s'aiment trop fort. Et pourquoi cet amour-là, sans une compréhension précise de ce qu'il est vraiment, mène presque toujours vers la destruction plutôt que vers ce qu'il promettait. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine que le monde ait jamais connu, avait une compréhension de l'amour intense qui va radicalement à l'encontre de tout ce que la culture romantique nous a appris. Une compréhension qui ne diminue pas la réalité de ce que tu as vécu. Qui l'explique? Et qui te donne, pour la première fois peut-être, une façon de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Le concept que Jung aurait placé au cœur de cette question s'appelle la projection. Et dans une seule phrase, voilà ce que c'est. La projection est le processus par lequel nous déposons sur l'autre des parties de nous-mêmes que nous n'avons pas encore reconnues ou intégrées. Et nous les vivons comme si elles appartenaient à l'autre plutôt qu'à nous. Ce concept change tout. Pas pour diminuer ce que vous avez vécu, pour enfin le comprendre vraiment. Jung observait que les amours les plus intenses, ceux qui brûlent d'une façon qui semble dépasser la raison, qui semble toucher quelque chose d'absolu, qui crée cette certitude viscérale que cette personne est la seule, que rien avant elle ne compte et que rien après elle ne sera possible. Ces amours-là ne sont jamais simplement des amours entre deux personnes. Ils sont des rencontres entre deux inconscients. Des rencontres où chacun projette sur l'autre une image immense, chargée de tout ce qu'il cherche, de tout ce qui lui manque, de tout ce qu'il n'a pas encore intégré en lui-même. Et dans cette projection, la personne réelle disparaît presque entièrement derrière l'image. Tu n'aimais pas seulement elle. Tu aimais tout ce que ton inconscient avait déposé sur elle. Tu aimais l'image. Et cette image était réelle pour toi d'une intensité absolue parce qu'elle venait de toi. Parce qu'elle représentait quelque chose d'essentiel en toi que tu n'avais pas encore vu directement. Et voilà pourquoi cet amour-là était aussi beau. Et voilà pourquoi cet amour-là était aussi destructeur. Parce que la personne réelle, avec ses limites, ses contradictions, ses zones d'ombre, ses besoins propres, ses façons d'être qui ne correspondent pas toujours à l'image que tu avais projetée, cette personne réelle finissait toujours par apparaître. Elle ne pouvait pas ne pas apparaître. Et à chaque fois que la réalité de qui elle était heurtait l'image de qui tu avais besoin qu'elle soit, quelque chose se brisait. Pas parce que vous ne vous aimiez pas, parce que vous vous aimiez à travers des images plutôt qu'à travers une vision réelle l'un de l'autre. Et voici le mécanisme caché, celui que très peu de gens comprennent, et qui explique pourquoi l'intensité elle-même devient destructrice. Quand tu projettes une image aussi grande sur quelqu'un, quand tu fais de cette personne le réceptacle de tout ce que tu cherches, de tout ce dont tu as besoin, de tout ce qui te manque, tu lui assignes une responsabilité impossible. Tu lui demandes
sans le formuler, sans peut-être même en être conscient, d'être ta complétude, de combler quelque chose en toi que tu n'as pas encore trouvé, comment combler toi-même. Et cette demande, aussi sincère soit-elle, aussi amoureuse soit-elle dans son intention, crée quelque chose de précis dans la relation. Une pression qui augmente avec le temps, une pression qui dit « tu dois être parfait pour moi, tu dois être ce que j'ai besoin que tu sois, tu dois correspondre à cette image que je porte, parce que si tu ne corresponds pas, quelque chose en moi s'effondre. » Et de son côté, la même chose se produit. Elle a projeté sur toi une image également immense. Elle a fait de toi la réponse à quelque chose en elle. Et elle ressent la même pression en retour. La même impossibilité silencieuse de simplement être humaine, imparfaite, réelle, sans que ça dévaste quelque chose dans la relation. Deux personnes qui portent chacune une image impossible de l'autre. Deux personnes qui demandent chacune à l'autre d'être leur complétude finissent par s'étouffer mutuellement. Pas par méchanceté, pas par manque d'amour, précisément par excès d'amour mal dirigé. Et quelque part en toi, tu le savais déjà. Pas avec ces mots. Mais tu sentais, même au plus fort de l'intensité, même dans les moments les plus beaux, quelque chose d'insoutenable dans la façon dont vous vous aimiez. Quelque chose qui demandait trop. Quelque chose qui ne laissait pas d'espace pour respirer. Quelque chose qui transformait l'amour en une forme de survie plutôt qu'en une façon de vivre. Tu le savais. Et tu n'avais pas les mots pour le dire. Et peut-être que tu as même eu peur de le dire, parce que le dire aurait semblé trahir quelque chose. Voici le paradoxe central de tout ce que je vais te dire ce soir. Une seule phrase d'abord. Aimer quelqu'un trop fort, c'est souvent ne pas l'aimer du tout. Laisse cette phrase être inconfortable, parce qu'elle mérite de l'être. Jung aurait dit que l'amour qui dévore, qui envahit, qui fait de l'autre le centre absolu de son univers, qui ne peut pas exister sans l'autre, qui s'effondre si l'autre n'est pas exactement ce qu'on a besoin qu'il soit, cet amour-là n'est pas dirigé vers la personne réelle. Il est dirigé vers l'image, vers la projection, vers ce que l'inconscient a inventé et déposé sur quelqu'un de réel. Et aimer une image, même avec toute l'intensité du monde, ce n'est pas aimer quelqu'un, c'est se chercher soi-même à travers quelqu'un, c'est utiliser l'autre comme miroir plutôt que le voir comme être séparé. Ce n'est pas une critique de ce que tu as vécu, c'est une compréhension de sa nature. Parce que cette confusion entre l'amour de l'image et l'amour de la personne est universelle. Elle est même, dans une certaine mesure, inévitable au début de toute relation intense. L'inconscient projette. C'est ce qu'il fait. La question n'est pas de ne jamais projeter. La question est de ce qu'on fait quand la projection commence à s'effacer et que la personne réelle apparaît. Et c'est là que tout se joue. C'est là que les amours intenses soit trouvent un chemin vers quelque chose de plus réel, soit s'effondrent sous le poids de ce qu'elles n'étaient pas. Laisse-moi maintenant te décrire les phases de ce que tu as vécu ou ce que tu vis encore, avec la précision que Jung aurait apportée à cette question. La première phase est ce que j'appellerais la fusion magnétique. C'est le début. Et dans les relations dont nous parlons ce soir, le début a toujours quelque chose d'unique. Une attraction qui semble dépasser le rationnel. Un sentiment de reconnaissance immédiate, presque de l'ordre du déjà vécu. Une intensité qui s'installe très vite, parfois en quelques heures, parfois en quelques jours, et qui semble impossible à expliquer par les seuls faits de qui est cette personne. Dans cette phase, les deux personnes commencent à fusionner. Les frontières entre soi et l'autre s'estompent. Ce qui la touche, te touche. Ce qui te préoccupe, la préoccupe. Vous dormez moins parce que vous préférez rester dans cet espace partagé. Vous mangez moins parce que la présence de l'autre semble nourrir quelque chose de plus profond que la faim physique. Et tu interprètes cette fusion comme de l'amour. Parce que ça ressemble à l'amour. Parce que ça ressemble à la promesse de l'amour que tu portais peut-être depuis longtemps. Mais Jung aurait dit quelque chose de précis sur cette phase.
il aurait dit que la fusion n'est pas de l'intimité. Elle y ressemble. Elle en a la saveur. Mais elle est quelque chose de différent. Elle est le moment où deux inconscients se rencontrent et se reconnaissent mutuellement comme des réponses potentielles à ce qu'ils cherchaient. Et cette reconnaissance crée une énergie qui est réelle, mais qui repose sur une image plutôt que sur une vision. La deuxième phase est ce que j'appellerais le premier arrachement. Et il arrive toujours, sous des formes différentes, à des moments différents, mais il arrive. C'est le moment où la personne réelle apparaît à travers l'image. Pas nécessairement dans un grand éclat, parfois dans quelque chose de très petit. Une façon de réagir que tu n'attendais pas. Un comportement qui ne correspond pas à ce que tu avais besoin qu'il soit. Une limite qu'elle pose et qui vient heurter ton besoin de fusion totale. Ou une limite que toi tu poses et qui la dévaste d'une façon qui te surprend. Et dans ce moment, quelque chose de très caractéristique se produit dans les relations intenses. Plutôt que de voir cet arrachement comme de l'information sur qui est vraiment cette personne et sur ce dont la relation a besoin pour être réelle, les deux personnes le vivent comme une menace à leur survie. Parce que si l'image se fissure, si la complétude que tu avais trouvée dans l'autre commence à révéler ses limites, c'est quelque chose d'existentiel qui vacille. Et pour protéger l'image, pour préserver la fusion, pour retrouver cet état de complétude, les deux personnes commencent à faire des choses qui vont progressivement les détruire. Se fondre encore plus. Exiger encore plus. Tout donner encore plus. Perdre encore plus de leurs propres frontières. La troisième phase est ce que j'appellerais la guerre des images. Et c'est la phase la plus douloureuse. Parce que c'est la phase où l'amour commence à ressembler à autre chose. Dans cette phase, chacun essaie de forcer l'autre à redevenir l'image. À redevenir ce dont il a besoin. Et comme l'autre est une personne réelle, qui ne peut pas indéfiniment correspondre à une image inventée par ton inconscient, la frustration monte. La déception s'accumule. Et la douleur de la déception, parce qu'elle touche quelque chose d'aussi fondamental que ce besoin de complétude, devient une douleur qui cherche une explication. Et l'explication la plus facile, la plus instinctive, est que c'est la faute de l'autre. Tu n'es plus ce que tu étais. Tu as changé. Tu ne m'aimes plus comme avant. Tu me déçois. Et de son côté, exactement le même processus se déroule. Vous vous reprochez mutuellement de ne plus être les images dont vous aviez besoin. Vous vous battez pour forcer l'autre à redevenir quelque chose qu'il n'a peut-être jamais vraiment été, quelque chose que ton inconscient avait inventé et qu'il avait semblé être un moment. La quatrième phase est ce que j'appellerais l'épuisement du possible. C'est le moment où l'énergie s'épuise. Pas l'amour, pas nécessairement, mais l'énergie de maintenir quelque chose qui demande trop. L'énergie de continuer à essayer de correspondre à une image impossible. L'énergie de supporter la douleur des déceptions répétées. Et dans cet épuisement, quelque chose se brise, parfois brutalement, dans un éclat final qui semble disproportionné à ce qui le déclenche, mais qui est simplement le point de rupture d'une pression accumulée depuis longtemps. Parfois progressivement, dans un éloignement qui s'installe, sans que personne ne décide vraiment de l'installer, comme une marée qui se retire. Et là, dans cet effondrement, tu te retrouves avec quelque chose que tu n'avais pas prévu. Non seulement la douleur de la perte, mais la confusion de ne pas comprendre comment quelque chose d'aussi intense, d'aussi réel, d'aussi profond, a pu finir comme ça. Mais voici ce que Jung ajouterait. Et c'est la partie que la plupart des gens évitent, parce qu'elle est la plus difficile à entendre. La destruction que tu as vécue ou que tu vis n'était pas inévitable parce que vous vous aimiez trop fort. Elle était inévitable parce que vous vous aimiez d'une façon qui ne se voyait pas elle-même, qui ne comprenait pas ce qu'elle faisait vraiment, qui confondait l'amour de l'image avec l'amour de la personne, et qui n'avait pas encore développé la capacité de distinguer entre les deux. Et voici la vraie question, celle que Jung t'aurait posée avec cette douceur directe
qui lui était propre. Qu'est-ce que tu projetais sur cette personne? Pas ce que tu ressentais pour elle, mais ce que tu projetais. Quelle partie de toi-même tu avais déposée sur elle? Quelle complétude tu cherchais à travers elle? Quel manque, quelle blessure ancienne, quel besoin non nommé elle semblait combler? Parce que cette réponse-là, si tu peux la trouver honnêtement, te dit quelque chose d'essentiel. Elle te dit ce que tu n'as pas encore intégré en toi-même, ce que tu attends encore de l'extérieur plutôt que d'aller le trouver à l'intérieur. Ce qui en toi cherche à être complété par quelqu'un d'autre parce que tu n'as pas encore appris à te le donner toi-même. Et tant que cette réponse n'est pas trouvée, tant que ce travail intérieur n'est pas fait, le prochain amour intense reproduira le même schéma. Avec une intensité différente peut-être, avec une personne différente certainement, mais avec la même logique souterraine, la même projection, la même fusion, le même arrachement, la même guerre des images, le même épuisement, parce que l'inconscient ne change pas d'une relation à l'autre si on ne lui donne pas la matière pour changer. Il transporte ses images, ses besoins, ses blessures, d'une relation à la suivante, avec une fidélité remarquable. Et il continuera à les transporter jusqu'à ce qu'on décide de les regarder en face. Ce que tu as vécu avec cette personne était réel. L'intensité était réelle. La douleur est réelle. Et quelque chose dans cette connexion touchait quelque chose de vrai dans ta psyché, quelque chose qui mérite d'être compris et non pas dismissé comme une erreur ou un manque de jugement. Mais la vraie question ce soir n'est pas comment est-ce qu'on évite d'aimer trop fort. La vraie question est comment est-ce qu'on apprend à aimer d'une façon qui voit vraiment l'autre, qui n'a pas besoin que l'autre soit une image pour l'aimer, qui peut tenir la réalité imparfaite d'une personne réelle sans que cette réalité soit vécue comme une trahison. Et cet apprentissage-là ne commence pas dans la prochaine relation. Il commence ici, maintenant. Dans ce moment où tu décides de regarder ce que tu portais, ce que tu projetais, ce que tu cherchais. Dans ce moment où tu décides de commencer à te donner à toi-même quelque chose de ce que tu attendais que l'amour de l'autre te donne. La douleur que tu portes est réelle et elle est légitime. Ne la minimise pas. Ce que tu as vécu avait une intensité qui n'appartient qu'aux expériences qui touchent vraiment quelque chose de profond. Et cette profondeur, même dans sa façon de faire mal, dit quelque chose de précieux sur qui tu es, sur ta capacité à ressentir vraiment, sur l'amplitude de ce que tu peux porter. Mais cette capacité mérite mieux qu'une image. Elle mérite quelqu'un de réel. Et pour trouver quelqu'un de réel, il faut d'abord être prêt à voir quelqu'un de réel, prêt à aimer sans exiger que l'autre soit ta complétude. Prêt à être toi-même, suffisamment entier pour que l'amour puisse exister entre deux êtres séparés plutôt qu'entre deux êtres fusionnés. Ce chemin-là est le tien. Il ne dépend pas de ce que cette personne choisit. Il ne dépend pas du retour ou de l'absence de retour. Il commence et il finit en toi. Et quand tu l'auras parcouru, même partiellement, même imparfaitement, tu seras différent dans la façon dont tu aimes. Non pas moins intensément, mais différemment. D'une façon qui laisse vivre l'autre. D'une façon qui laisse vivre toi aussi. C'est ça l'amour que tu mérites. Et c'est ça l'amour que tu peux devenir capable de donner. Dis-moi juste une chose dans les commentaires. Est-ce que tu as vécu cet amour qui détruisait en même temps qu'il donnait vie? Un seul mot suffit. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui aime trop fort en ce moment et qui a besoin de comprendre pourquoi. Je lis chaque message. Prends soin de toi.